Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Nous allons donc pouvoir commencer. Donc, je me présente Charlotte Nicolas, je suis coprésidente de l'association Alternative à Léman. Merci à tous d'être là pour cette soirée d'inauguration qui va débuter avec monsieur Aurélien Bouteau, qui est donc environnementaliste, consultant et chercheur indépendant. Il nous présentera pourquoi parle-t-on de l'urgence climatique et comment y faire face. Monsieur Bouteau est également auteur de l'ouvrage Les limites planétaires. Très bonne conférence à tous, et puis on se retrouve plus tard pour la table ronde. Merci. Bien, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Je suis très honoré d'être ici pour vous présenter cette notion d'urgence climatique. Alors vous avez forcément tous entendu parler d'urgence climatique. Avant peut-être de commencer l'intervention en tant que telle, juste pour présenter un petit peu le contexte et d'où je parle finalement, je vais commencer, en général on finit par la bibliographie, je vais commencer par la bibliographie. Effectivement, il a été évoqué donc un ouvrage sur les limites planétaires. Je dirais quelques mots sur la notion de limites planétaires à un moment dans l'intervention pour préciser un petit peu cette notion d'urgence climatique sur le plan scientifique. Mais je vais surtout m'appuyer sur un document auquel j'ai participé et qui a une commande en fait du canton de Genève et du Grand Genève, raison pour laquelle il y a les deux petits logos que je me suis permis de rappeler sur la page de garde. Je ne suis pas du canton de la République, mais simplement voilà, c'est le canton qui est le Grand Genève qui en fait en 2019, donc c'était avant la pandémie, le contexte est intéressant à avoir en tête, on en reparlera plus tard, se posait la question de ce que pouvait vouloir dire véritablement une politique d'urgence climatique et en quoi une politique d'urgence climatique pouvait être différente d'une politique de transition écologique ou de transition énergétique ou climatique. Quelle différence avec des politiques traditionnelles de transition et que signifierait un état d'urgence si on devait prendre le terme d'état d'urgence climatique au pied de la lettre, quoi. Et je rappelle évidemment que ce contexte-là, c'est celui de 2019, la publication en 2018 du rapport du GIEC, le fameux rapport 1,5 degré, je reviendrai rapidement dessus, et puis surtout les mouvements citoyens qui se sont mobilisés à partir de 2018 et surtout 2019 pour mettre à l'agenda politique la question de l'urgence climatique. Et donc c'est dans ce contexte-là que le canton a décidé de déclarer l'urgence climatique, mais déclaration qui, il faut bien le dire, est quand même relativement symbolique. Et donc toute la question était de se dire qu'est-ce que ça voudrait dire véritablement une politique d'urgence climatique. C'est ce qu'on a essayé de comprendre. Alors je vais vous rapporter une partie des éléments de cette étude. En gros, en trois parties, que je vais essayer de tenir chacune en 10 minutes. L'idée c'est de vous présenter tout ça en une grosse demi-heure. Ce qui est intéressant avec la notion d'urgence climatique, avec les mouvements qui prônent l'urgence climatique, c'est qu'ils pointent aussi du doigt une responsabilité passée, qui est celle de ce qu'ils appellent eux-mêmes le gradualisme. Alors qu'est-ce qu'on entend par gradualisme? Ça va être la première partie de mon intervention. En gros, tout ce qui tourne autour des politiques qu'on a essayé de mettre en œuvre à travers la notion de développement durable, qui est un peu le symbole des politiques gradualistes, le développement durable. Donc je reviendrai un petit peu sur ce qui a échoué sur ces concepts et les raisons pour lesquelles le concept de développement durable n'est pas arrivé à entraîner un changement suffisamment important de fonctionnement de la société moderne, qui nous amène aujourd'hui dans une situation, depuis 30 ans d'échec, dans une situation qui est scientifiquement une situation d'urgence. Donc là, je reviendrai dans la deuxième partie sur pourquoi on parle d'urgence cette fois-ci, sur le plan scientifique, quels sont les éléments qui nous font dire qu'on est dans une situation d'urgence. Et puis enfin, dans la troisième partie, j'essaierai de vous présenter, alors, je me suis pas mal appuyé sur de la bibliographie, quelques entretiens, un petit peu sur les penseurs du mouvement d'urgence climatique, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, quelles sont leurs influences, et comment ils ont essayé d'initier un mouvement social autour de cette question d'urgence. Et puis j'essaierai de dessiner un petit peu quels sont les modes opératoires, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment faire une politique d'urgence climatique. Ce qui reste, bien entendu, vous vous en doutez, à faire. Ok ? Donc voilà en gros pour le déroulé de la présentation. Je reviens donc en introduction rapidement sur ce que les urgentistes, je vais les appeler comme ça, les urgentistes du climat, appellent le gradualisme. Alors typiquement, le concept
symptomatique du gradualisme, c'est le développement durable. Je suis bien placé pour en parler parce que quand j'ai fait ma thèse de doctorat au début des années 2000, ma thèse s'appelait « Le développement durable, penser le changement ou changer le pansement ?» Et évidemment, l'un des objets, c'était de montrer que derrière ce concept de développement durable, il y avait certes des intentions qui étaient très louables, mais il y avait aussi des ambiguïtés. Et effectivement, du coup, c'est ce que je vais essayer de vous rappeler rapidement l'introduction, ces ambiguïtés, elles ont mené à des politiques qui elles-mêmes sont ambiguës. Alors, je rappelle rapidement la définition du développement durable, vous la connaissez toutes, un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition, c'est le résultat d'une longue négociation internationale pour essayer de réconcilier des points de vue et des intérêts très divergents sur les questions d'environnement et de développement. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement avait pour vocation d'essayer de trouver des pistes de convergence entre des industriels d'un côté, des écologistes de l'autre. Donc comment on a essayé de réconcilier tout le monde? Et c'est autour de cette notion de solidarité intergénérationnelle, de responsabilité intergénérationnelle que finalement on a trouvé qu'il y avait un consensus qui réunissait à peu près tout le monde. Puis il y a un autre élément de définition du développement durable qui a permis de populariser cette notion dans les années 90, c'est le fameux triptyque là, économique, social, environnement. On a défini le développement durable comme un développement économique, certes, mais qui devait avoir une vocation sociale, donc toute la question de comment je partage les richesses produites par l'économie. Et puis la plus-value du développement durable, c'était cette notion de soutenabilité, durabilité écologique, qui est en gros de prendre en compte la pérennité des ressources et puis aussi des équilibres écologiques. Ça, c'était la grande plus-value du développement durable, finalement, c'était cette notion de soutenabilité, parce que le développement, ça c'est un concept qui existait depuis très longtemps. Alors, on a un consensus qui est le fruit d'une longue construction. Ça a duré des années, je ne vous refais pas l'histoire du développement durable. Ce qui s'est passé dans les années 90 et encore plus dans les années 2000, c'est qu'en fait, on a eu, une fois que le concept est devenu incontournable, parce que c'est devenu le cœur des politiques publiques au niveau international, les Nations Unies ont promu ce concept. En fait, l'ambiguïté du développement durable s'est un petit peu retournée contre lui, et on a vu apparaître deux écoles de pensée qui aujourd'hui vont s'affronter un petit peu sur la question, on va retrouver les mêmes acteurs aujourd'hui autour de l'urgence climatique. Certains vont dire non mais il n'y a pas vraiment urgence, et d'autres vont dire si, il y a urgence. Ce dissensus, il existait déjà autour du développement durable, avec une approche du développement durable qu'on a appelée, alors les économistes ont appelé ça la soutenabilité ou la durabilité faible. C'est plutôt les acteurs de l'économie qui ont défendu cette approche qui consistait à dire, dans les trois sphères, là il y en a une qui doit être prioritaire, c'est la sphère économique. Et puis, si le développement économique va bien, on s'occupe du social et de l'environnement, donc des discours que vous entendez très souvent. Pas besoin de citer le type d'acteurs, mais c'est plutôt les acteurs du monde économique qui ont généralement tendance à avoir ce genre de discours. Et les économistes académiques ont défendu cette idée en disant, si on réfléchit en termes de pérennité vis-à-vis des générations futures, mettez-vous dans la tête d'un économiste, ce qui produit de la richesse, c'est le travail, le capital. Et les économistes disent, il y a une substituabilité entre le capital, le travail pour produire de la richesse. Et puis les économistes classiques, dominants, on va dire, considèrent que le capital naturel n'est qu'une sous-forme de capital. Et donc, l'argument central de cette théorie-là, c'est que le capital naturel est substituable par d'autres formes de capitaux, et notamment le capital technique, technologique. Et donc, derrière le discours de la durabilité faible qui dit croissance verte, économie en premier, etc., il y a l'idée qu'on trouvera les solutions techniques, technologiques, à condition d'investir au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, il faut donner un signal prix au marché, et finalement, le marché va permettre de résoudre tous les problèmes. Donc, on a tout de suite eu cette vision de la soutenabilité faible, là, dans les années 90, les années 2000, qui s'est développée, et en opposition, on avait une autre interprétation, un peu plus historique, qui était celle des acteurs de l'environnement, de l'écologie, des mouvements, des ONG environnementales, qui disaient non, attention, dans les trois sphères, il y en a une qui doit être considérée prioritairement, c'est la sphère environnementale, parce que l'économie, finalement, ce n'est qu'une sous-activité des activités humaines et sociales, et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres biologiques inclus dans la biosphère, et donc le plus important, c'est de préserver les capacités de la biosphère à se pérenniser sur le long terme. Et donc là, la priorité était plutôt à l'environnement et aux limites planétaires qu'il fallait respecter, etc. En partant du principe que, parmi ces limites, si je prends l'exemple du climat dont on va beaucoup parler, penser que le climat est substituable, qu'on va trouver des substituts techniques, technologiques pour résoudre les problèmes du climat, ça ne tient pas, quoi. Donc il y avait cette idée qu'il fallait préserver
capital naturel, si je reprends ce terme-là. Évidemment, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que les forces politiques et sociales à l'œuvre ont fait que la vision de la soutenabilité faible, elle était compatible avec le modèle économique existant. Donc le gros avantage de la soutenabilité faible, c'est qu'en gros, on pouvait continuer comme avant. Et du coup, cette approche l'a largement emporté dans les faits, dans les politiques publiques, dans les politiques économiques, et du coup, ça a donné lieu à des politiques climatiques, dont il faut faire l'état des lieux aujourd'hui, des politiques climatiques qui étaient complètement inspirées de cette notion de soutenabilité faible. Dans les outils de soutenabilité faible, par exemple, vous avez l'idée qu'il faut donner un prix au climat. Le climat, son gros défaut pour les économistes, c'est qu'il ne fait pas l'objet d'échanges marchands. Mais si on inclut un signal prix, en gros, par exemple, à travers une taxe carbone ou, par exemple, à travers des systèmes d'échange de quotas de carbone, eh bien, on va intégrer le climat et du coup, il n'y aura pas besoin de mener de politique environnementale très stricte. Simplement, le signal prix va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto, dans les années 90, 1997, le protocole de Kyoto est complètement imprégné de cette idéologie-là. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver les systèmes de quotas. Les négociations internationales sont fondées là-dessus. L'idée de quotas qu'on va répartir entre pays, et puis ensuite, ces quotas, on va les redistribuer aux industriels, qui ensuite vont pouvoir les échanger entre eux à travers un marché du carbone, etc. Donc on a un système de quotas, on a un marché du carbone à l'échelle européenne, on a des systèmes de compensation carbone, on a des mécanismes de développement propres qui permettent de faire des échanges de quotas entre pays du Nord, pays du Sud, etc. etc. La politique qui a été menée dans le cadre de ces négociations, si on en fait le bilan 30 ans plus tard, alors je dis 30 ans plus tard parce que le protocole de Kyoto c'est 97, mais la base quantitative, le point de départ qu'on a pris, c'est 1990-90. Donc c'est le point zéro. Quand on dit on va réduire de tant de pourcents les émissions dans les négociations internationales, c'est par rapport à cette année 1990. Donc quand on fait l'état des lieux des émissions de gaz à effet de serre, là je vais prendre le CO2 plus spécifiquement, entre 1990 et aujourd'hui, les émissions de CO2 ont augmenté de 64%, presque 2 tiers. Sur la période des 30 années passées, qui sont marquées par les négociations internationales, non seulement on n'est pas arrivé à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'est même pas arrivé à réduire l'augmentation annuelle de cette croissance des émissions de gaz à effet de serre. On peut même, je m'étais amusé à faire le calcul, si vous prenez les 30 ans qui ont précédé 1990, donc de 1960 à 1990, le taux de croissance annuel des émissions de CO2, il est le même qu'après 1990. Donc en fait, avec ou sans négociation internationale, on peut se dire le résultat aurait peut-être été à peu près le même. Ça a quasiment rien changé. Donc, quand on doit faire le bilan de ces politiques internationales, on peut se dire que c'est à peu près nul, quoi. Alors, en même temps, je vous rappelle que le protocole de Kyoto, il visait les émissions, en particulier des pays les plus riches. L'idée, c'était on va réduire en premier les émissions des pays les plus riches. Du coup, on peut se dire, bah oui, c'est logique, les pays les plus pauvres ont augmenté leurs émissions, donc au niveau mondial, ça pèse. Et du coup, mais est-ce que les pays les plus riches qui s'étaient engagés dans le cadre du protocole de Kyoto sont arrivés à réduire leurs émissions? Là, pareil, je vous fais un bilan. Alors pour le coup, j'ai pris le cas de la Suisse, mais c'est à peu près le même constat pour tous les pays riches qui s'étaient engagés à réduire leurs émissions. Là, vous avez l'empreinte carbone de la Suisse qui est composée de deux choses. Les émissions directes du territoire, c'est ce qui est en jaune, et puis les émissions indirectes, c'est les émissions importées. D'accord ? Donc là, dans l'empreinte carbone, vous avez toutes les émissions qui sont liées à la consommation des Suisses. Il y a une partie qui a lieu sur le territoire et une partie qui a lieu en dehors du territoire. En fait, on se rend compte que, et c'est vrai pour quasiment tous les pays qui s'étaient engagés à réduire leurs émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, les pays les plus riches, ils sont arrivés pour la plupart, déjà il faut voir, mais beaucoup sont arrivés, c'est le cas de la France et de la Suisse par exemple, à réduire leurs émissions sur la période de quelques pourcents. On le voit là avec les bâtons jaunes, les émissions de la Suisse ont baissé, mais au prix d'une augmentation de ce qui a été importé dans ce qu'on consomme. Donc en fait, on a délocalisé une partie de nos émissions de CO2 sur cette période-là. Donc on se rend compte que même les pays les plus riches ne sont pas arrivés à réduire véritablement leurs émissions. Dans le meilleur des cas, ils ont stabilisé leur empreinte carbone, mais à un niveau qui de toute façon est 5, 6 fois, 8 fois plus élevé que ce qu'il faudrait pour atteindre une forme de neutralité carbone. Donc si on tire le bilan quantitatif de ces 30 ans de politique de développement durable et de politique gradualiste, il est assez sévère. Clairement,
on est sur un résultat qui est à peu près nul. Voilà. Alors la grande question qui se pose maintenant, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a fait cet état des lieux, pourquoi est-ce qu'on parle d'urgence ? En fait, on parle d'urgence aujourd'hui parce que du fait de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années, on se trouve à une concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui commence à être proche de l'irréversible. Alors, il y a toute une littérature qui s'est développée sur ces questions-là. On citait mon ouvrage là, sur les limites planétaires avec ma collègue Natacha Gondran. On a fait un état des lieux un petit peu de la littérature qui s'est développée depuis une dizaine d'années sur ces questions de limites planétaires. Et une des limites planétaires qui est évoquée par les scientifiques, c'est typiquement la question climatique. J'ai même envie de dire que c'est la plus importante et la plus déterminante. Pour comprendre pourquoi on parle d'urgence aujourd'hui, il faut aussi comprendre comment fonctionne le système climatique et comment fonctionne le système Terre en général, en tout cas dans les modélisations, et ce qu'on en a appris maintenant depuis plus de 30 ans dans les sciences du système Terre. En fait, quand vous prenez, alors là je prends l'exemple des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, quand vous prenez une variable de contrôle comme la concentration en CO2 dans l'atmosphère, vous vous rendez compte que vous pouvez augmenter les concentrations de CO2 dans l'atmosphère sans que ça change trop de choses dans le fonctionnement du climat pendant un certain temps, parce qu'il y a des capacités de résilience, appelons-les comme ça, qui sont en fait des rétroactions négatives qui vont se mettre en œuvre. Les rétroactions négatives dans un système, c'est des mécanismes qui permettent d'absorber une perturbation. Okay ? Mais ça tient un certain temps. Et puis, à partir d'un moment, et c'est là qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas dans un système linéaire, ce n'est pas une augmentation linéaire de la concentration de CO2 qui va faire qu'il y a une augmentation linéaire de la température. Hein. À un moment donné, vous avez des points de bascule, typic point, on appelle ça en anglais, des points de bascule qui vont faire qu'il va y avoir une rupture. Donc on peut parler de rupture du régime climatique. Le régime climatique dont on est en train de parler, pour être clair, c'est le régime des 11 000 dernières années, ce qu'on appelle l'Holocène. Donc on est dans une période qu'on appelle l'Holocène, qui se caractérise par un climat relativement stable. Alors, évidemment, c'est stabilité dynamique, hein, qui est censé durer encore 10 à 20 000 ans. Donc voilà. Alors ce qui est en train de se passer, c'est que si vous augmentez les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, à un moment donné, vont se mettre en œuvre ces fameuses rétroactions, cette fois-ci positives. Toute l'ambiguïté de la théorie des systèmes, là, c'est qu'une rétroaction positive, c'est pas du tout positif. C'est un emballement, en fait, du système. Les rétroactions négatives, oui, c'est plutôt bien, ça permet d'amortir, c'est une capacité de résilience, mais les rétroactions positives, c'est ce qui va générer des points de bascule. Alors, je prends des exemples qui sont bien documentés aujourd'hui dans les sciences du climat. Hein. Le réchauffement climatique entraîne, ça c'est bien documenté, une fonte de la glace continentale. Ça va réduire, par exemple, la surface de la calotte glaciaire. Conséquence, ça va réduire l'effet d'albédo. Alors, on ne va pas faire un cours de sciences du climat ce soir, évidemment, mais si je regarde le bilan radiatif de la Terre, je me rends compte qu'il y a le rayonnement solaire hein, qui pénètre dans l'atmosphère, une partie qui pénètre dans les basses couches de l'atmosphère, et puis vous le voyez, il y a une partie du rayonnement solaire qui est réémis vers l'atmosphère par un effet d'albédo. Donc c'est les surfaces les plus claires, les plus blanches, typiquement les pôles, hein, qui vont renvoyer cette lumière vers l'espace. La fonte de la calotte glaciaire, ça va réduire cet effet d'albédo. Il y aura moins de calotte glaciaire, il y a plus d'océans, donc il y a plus d'absorption de ce rayonnement solaire par les océans, qui vont relarguer ce rayonnement solaire sous une forme dégradée, sous forme d'infrarouge. Manque de bol, les infrarouges, c'est précisément les rayonnements solaires qui sont bloqués, dans le sens inverse, hein, par les gaz à effet de serre. Bon. Autre effet de renforcement, vous allez avoir une fonte du permafrost qu'on commence à constater, qu'on commence à mesurer. Le permafrost, c'est à peu près 1/5 des terres émergées. Vous avez des quantités gigantesques de méthane qui sont contenues dans le permafrost. La fonte du permafrost fait qu'il y a relargage progressif de ce méthane dans l'atmosphère. Manque de bol, là aussi. Le CH4, comme vous le savez sans doute, c'est un gaz à effet de serre qui en plus a un potentiel de réchauffement global qui est beaucoup plus important que le CO2. Donc il a un effet de serre qui est plus important. Et du coup, le relargage de CH4 dans l'atmosphère dû à la fonte du permafrost, ça va là aussi créer un effet d'accélération du changement climatique puisque ça va renforcer l'effet de serre. Donc quand on regarde, il y a aujourd'hui une dizaine d'effets de ce type-là qui sont identifiés dans le fonctionnement du climat et qui sont en train gentiment de se mettre en œuvre et d'entraîner ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire à un moment donné un changement beaucoup plus rapide qu'on pouvait l'imaginer du climat. C'est
ce qu'essaye de déterminer la littérature sur les limites planétaires, c'est où se trouvent ces points de bascule. Et en fait, scientifiquement, on est aujourd'hui incapable de dire, voilà, c'est à tel niveau que ça bascule. Donc les scientifiques prennent beaucoup de précautions. Ils sont obligés de déterminer la zone qui est en orange là, sur le graphique. Hein. C'est une zone d'incertitude. Quand on est dans le rouge, c'est sûr que changement de régime climatique, et alors là, catastrophe. Hein. L'idéal, c'est de rester dans la zone verte. Donc la zone verte, elle est déterminée par une frontière, ce qu'on appelle une frontière planétaire dans la littérature scientifique. C'est le 350 ppm en CO2. C'est le niveau qu'on avait en 1990. Aujourd'hui, on est à 420, 410, 420. Okay, donc on est en train de glisser très certainement vers une zone très dangereuse. Okay, donc c'est une des raisons pour lesquelles on parle d'urgence. C'est parce qu'en fait, on va possiblement vers des effets de non-retour du fait de ces rétroactions positives. Donc il y a des risques de rupture du régime climatique. On aborde une zone dangereuse. Donc je disais en 90, on était à 350 ppm. Là, on sait qu'en dessous de 350 ppm, pas de problème. Quand on passe en dessus, voilà. Donc là, on est en train d'expérimenter. On est à 410, 420. Et possiblement, c'est peut-être déjà trop tard. Donc ça, c'est la première chose. On aborde une zone dangereuse. Et puis surtout, on a peu de temps pour réagir. C'est la raison pour laquelle on parle d'urgence véritablement. Hein. Pourquoi on a peu de temps pour réagir? Ça a été la grande révélation du rapport du GIEC de 2018 dont vous avez sans doute entendu parler. Le rapport, pas celui qui vient de sortir au mois d'août, hein, celui de 2018, c'est un rapport spécial qui fait suite aux accords de Paris. En 2015, dans les accords de Paris, si vous lisez bien les accords de Paris, il est fait référence à 2 températures en fin de siècle, 1,5 ou 2 degrés. Et donc, une des commandes qui a été faite au GIEC après les accords de Paris était la suivante. Ça consistait à dire qu'est-ce qui se passe avec plus 1,5 degrés, qu'est-ce qui se passe avec plus 2 degrés. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il est possible et comment faire pour tenir le 1,5 ou le 2 degrés? Première réponse apportée par les scientifiques, entre 1,5 et 2 degrés, il y a une énorme différence. Si je fais référence, même si la référence est indirecte à ce que je vous ai dit avant sur les effets de bascule, à 2 degrés, on est à peu près sûr qu'on a des effets de bascule qui font il faut que les émissions de CO2 de l'humanité équivalent aux capacités de la planète à absorber ce CO2. En gros, on a un bilan qui est neutre, on ne met plus rien dans l'atmosphère. On n'ajoute plus rien comme CO2 dans l'atmosphère. Et là, le GIEC dit oui, mais attention, il y a plusieurs possibilités pour arriver à cette neutralité carbone. Là, je vous montre un scénario, le scénario d'IP4, on va dire que c'est le 4e scénario. Puis il y a un autre scénario, le premier scénario, le 1. Et vous voyez que les 2 scénarios sont très différents. Ça, c'est les projections d'émissions de gaz à effet de serre. Dans tous les cas, il faut baisser. Mais il faut baisser plus ou moins rapidement. Dans le scénario P4, on fait de la procrastination. On est encore dans une logique de transition. On se dit, on a 30 ans, donc on a encore un peu de temps. On ne va pas réduire les émissions mondiales tout de suite. On va commencer à les réduire en 2030. Okay, bon. Et puis, du coup, il faudra les baisser d'autant plus rapidement entre 2035 et 2050, le passage pour arriver à la neutralité carbone. Puis il y a l'autre scénario qui dit, non, on baisse tout de suite. Tout de suite, dans les 10 prochaines années, on divise quasiment par 2 les émissions mondiales. Là, ça demande tout de suite d'agir très rapidement. Dans les 2 cas, on arrive à la neutralité carbone. Mais évidemment, il ne vous aura pas échappé qu'entre ces 2 scénarios, il y a une énorme différence. L'énorme différence, c'est quoi? C'est ce que j'ai mis en grisé là. Tout ce que vous voyez en grisé, dans le scénario 4, c'est du CO2 qui a été émis en plus dans le 2e scénario, dans le scénario 4, qui du coup est allé s'accumuler dans l'atmosphère. Et là, les modèles climatiques, ils ne tiennent plus. Avec ce CO2-là dans l'atmosphère, on ne peut plus tenir 1,5 degré. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire après 2050? Il faut l'enlever. Donc là, on est obligé de faire appel, du coup, à des technologies
ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc des technologies de séquestration du carbone qu'aujourd'hui on ne maîtrise absolument pas. On a quelques pistes, on commence à développer des modèles, on commence à essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner, mais voilà. Donc en fait, il y a une énorme différence entre ces deux scénarios. Dans tous les cas, il faut arriver à la neutralité carbone en 2050, mais si on ne va pas rapidement, donc le premier scénario, si on ne va pas rapidement vers la neutralité carbone en divisant très rapidement par 2 les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, alors il faudra faire appel, dans la deuxième moitié du XXIe siècle, à des technologies qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas. Je ne rentre pas dans le détail des technologies de géo-ingénierie qui sont proposées. En gros, séquestration en partie naturelle du carbone, et puis ensuite on va utiliser ce carbone pour produire de l'énergie, le reséquestrer, et ensuite l'enfouir, le capturer, le reséquestrer et l'enfouir sous les sols. Bon, autant vous dire que ce n'est pas tout à fait gagné sur le plan technique et technologique. En plus, avec un coût énergétique qui est énorme, enfin, on se rend compte que techniquement, le plus réaliste, c'est le premier scénario, mais ce scénario, il suppose de diviser par 2 les émissions en 10 ans. Réduire de 45%, si je reprends le dernier rapport du GIEC, celui qui vient de sortir. Alors, en gros, il faut diviser les émissions par 2 en 10 ans. Et là, souvenez-vous ce que je vous ai dit avant, 30 ans de développement durable, augmentation de 65% des émissions de CO2. Est-ce qu'avec les mêmes concepts, développement durable, transition, on va arriver à diviser par 2 les émissions en 10 ans ? J'ai un petit doute là. D'accord ? Donc ça suppose un changement de paradigme pour le moins. Et c'est là que, effectivement, la littérature sur l'urgence climatique est assez intéressante parce que être en situation d'urgence, ça ne veut plus du tout dire la même chose. On le sent tous entre nous. Une urgence, une transition, c'est pas pareil. Une transition, c'est 30 ans, c'est une génération. L'urgence, c'est plus rapide que ça. Voilà, il va falloir aller beaucoup plus vite. Et alors, c'est là que je me suis intéressé, on s'est intéressé à cette littérature sur l'urgence climatique parce que il y a un certain nombre d'intellectuels qui se sont dit, bon, s'il faut changer de paradigme, c'est quoi les bons outils, la bonne manière de procéder et de réfléchir en situation d'urgence. Et là, il y a des choses très intéressantes qui ont vu le jour, notamment du côté des États-Unis, mais pas seulement, dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, et du côté aussi de la psychologie sociale. Alors pour ceux qui ont travaillé un peu dans le domaine de la transition, du développement durable dans les 10-15 dernières années, les psychologues sociaux ont pénétré nos sphères de la transition écologique avec un discours qui consistait à dire si vous voulez enclencher le changement, il faut faire envie. Il ne faut surtout pas faire paniquer les gens parce qu'ils vont avoir peur, ils vont se bloquer. Et en gros, on a mis en place des politiques en disant il ne faut surtout pas faire peur. Parce que sinon, les gens, ils vont avoir peur, ils vont paniquer, etc. Bon, le résultat, c'est qu'on n'a rien fait, en fait. Ça n'a rien changé, on n'est pas parvenu à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et un argument intéressant de la psychologie sociale, mais appliquée à la question de l'urgence, c'est que les psychologues sociaux qui travaillent, les psychologues tout court même, qui travaillent sur la question de l'urgence, notamment dans les situations d'urgence. Alors, les situations d'urgence, c'est aussi bien les urgences dans les hôpitaux que les urgences dans les pays du Sud, ou quand il y a une catastrophe climatique ou une catastrophe naturelle. Donc là, on est dans des situations d'urgence. Et donc, on met en place des moyens qui sont des moyens d'urgence. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est efficace dans ces situations-là, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, la peur, ça peut être un moteur de mobilisation. Ça peut mettre un moteur assez puissant de mobilisation. Mais à condition d'être dans un état d'urgence, enfin, ce que les psychologues sociaux appellent un mode d'urgence. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la psychologie sociale sur ces questions-là, mais retenez cette chose, c'est qu'un mode d'urgence, c'est une situation dans laquelle un individu ou un groupe d'individus vont fonctionner de manière optimale pour faire face à une crise. Alors ça peut être une crise existentielle ou une crise morale. Typiquement, dans une situation de guerre, de conflit, on a aussi ce genre de situation. Et il y a 3 caractéristiques. Alors, c'est des situations dans lesquelles on sort complètement du mode de fonctionnement normal de la société. Et il y a 3 caractéristiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous les citer. Première chose, évidemment, on ajuste les priorités. Il y a une priorité qui s'impose, par exemple le changement climatique. Ça veut dire que ça devient la condition sine qua non de toutes les autres actions. Ça doit devenir le vecteur de toutes les autres activités. La deuxième chose, c'est qu'on va déployer tous les moyens, toutes les ressources pour répondre à cette priorité. J'ai volontairement utilisé la phrase
de Jacques Chirac, c'était en 2002 à Johannesburg, sa fameuse phrase « Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs ». Une situation d'état d'urgence, c'est on fait le constat que la maison brûle, ok, on l'a fait, avec les rapports du GIEC, maintenant on sait, la maison brûle, mais on va se comporter de façon à faire face à cette situation d'urgence. Donc, changement de logique, une priorité qui s'impose aux autres, on met tous les moyens, toutes les ressources pour faire face à cette situation, et puis on laisse tomber le fonctionnement habituel, notamment sur le plan social, des relations sociales où l'ego est assez central. Là, on redonne une importance fondamentale au collectif. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais grosso modo, c'est ce que nous disent les spécialistes de psychologie sociale sur ces situations d'urgence. Là où c'est intéressant, c'est quand on essaye d'appliquer ça à une situation d'urgence climatique. Et là, on a un problème de taille, c'est que l'urgence climatique, contrairement aux situations d'urgence qu'on peut connaître, je vais prendre un exemple tout bête, mais si le bâtiment, là, se met à brûler, bon, ok, on va tous sortir, ça va aller très vite, l'urgence, elle est vite palpable. Le changement climatique, la difficulté, c'est que l'urgence, c'est ce qu'on appelle une urgence de long terme. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, les gens ne se mettent pas à tomber dans la rue parce que voilà, c'est encore plus dilué que l'urgence sanitaire qu'on a connue avec le Covid. Hein. C'est sur du plus long terme. Donc en fait, des situations d'urgence de long terme, sur le plan historique, on en a assez peu, mais on en a quand même quelques-unes qui sont assez intéressantes parce qu'elles nous donnent des repères historiques sur ce qu'on peut faire pour mobiliser l'ensemble d'une société en très peu de temps, à l'échelle de 2 ans par exemple, 2 ou 3 ans. Et un cas d'école qui est très bien documenté, c'est la situation d'état d'urgence qui a fait suite à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, où il a fallu mettre en œuvre très rapidement une révolution industrielle et sociale qui était coordonnée par le gouvernement pour faire face à cette situation d'urgence qui était la Seconde Guerre mondiale. En gros, il y a un déclencheur, c'est aux États-Unis, c'est Pearl Harbor. Et suite à cela, les États-Unis se disent, bon ben voilà, on va entrer en guerre, mais la condition sine qua non pour entrer en guerre de manière efficace, c'est qu'on devienne, en moins de 2 ans, la première puissance militaire mondiale. Ce qui n'était pas du tout le cas en 1940 ou 1941 aux États-Unis. Donc, pour arriver à cela, un changement aussi radical en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois gros leviers d'action. Une transformation totale de l'outil de production. Je vous laisse faire le parallèle avec ce que ça voudrait dire en termes de transition écologique et climatique et énergétique. Si on voulait faire, imaginez qu'on devient neutre en carbone en 5 ans ou en 10 ans. Voilà, on est dans une situation quasiment de guerre. On se dit il faut qu'on soit neutre en carbone dans les 5 ans à venir. Transformation complète de l'outil de production, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc là, un rôle renforcé de l'État qui devient planificateur. On laisse tomber la situation normale qui est une économie de marché. Ponctuellement, on se dit non, le marché, il ne va pas permettre de faire la transition écologique ou de faire la transition qu'on veut. Donc, on se fixe des objectifs et c'est l'État qui va coordonner donc la production. Donc des industries manufacturières qui vont être mises au service de l'effort de guerre. On ne fait plus des voitures, on fait des tanks. Peut-être qu'il ne faudra plus faire des voitures thermiques, mais qu'il faudra faire des trains électriques. Okay, donc je vous laisse faire les parallèles. Évidemment, pour faire ça, il a fallu énormément d'argent. Donc ça, c'est le deuxième nerf de la guerre. Il faut une mobilisation massive de fonds. Évidemment, il y a eu des taxations spécifiques qui ont été mises en œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale pour permettre cette mobilisation et pour permettre cette production qui permettait de faire cette transformation très rapide de l'économie américaine. Les taux de taxation les plus élevés ont été instaurés à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, avec 90% sur les plus hauts revenus. Et puis, évidemment, la troisième condition, c'est une mobilisation aussi, non seulement de l'outil économique, non seulement de l'argent, mais aussi une mobilisation citoyenne, une participation de chacun à l'effort. Ça voulait dire non seulement mobiliser une armée, et donc des jeunes gens qu'il a fallu mobiliser et envoyer sur le front, par exemple en Europe, mais aussi une mobilisation de tout un chacun autour de cet effort de guerre. Et là, on a une iconographie qui est assez intéressante, parce que quand on parle aujourd'hui de transition écologique, on va retrouver des idées autour de l'autopartage, du covoiturage, autour de l'autoproduction alimentaire. En fait, c'est des choses qui ont déjà été mobilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait une tension sur un certain nombre de ressources, et notamment sur la ressource pétrolière. Il était hors de question de gaspiller du pétrole pour aller prendre sa voiture et puis aller faire je ne sais pas quoi, du golf, du ski à l'autre bout des États-Unis à ce moment-là. Non. Donc ont été développés à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers clubs de covoiturage.
Vous disiez peut-être que le covoiturage était quelque chose d'assez récent, d'assez moderne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment en termes de promotion des idées, on n'allait pas avec le dos de la cuillère. Hein, c'était When you ride alone, you ride with Hitler. Bon. On va dire des messages mobilisateurs. Le rationnement, j'en dis un mot. Moi, j'ai une collègue à Sciences Po qui travaille sur le rationnement carbone. Typiquement, le rationnement carbone, c'est une idée qui émerge à nouveau aujourd'hui, mais on se rend compte que le rationnement, c'est une méthode qui est très efficace dans des situations de tension. Très efficace notamment parce que c'est juste sur le plan social. Quand vous rationnez, par exemple, l'alimentation, vous partagez un certain nombre de ressources rares de manière équitable entre les pauvres et les riches. La même ration pour tout le monde, d'accord ? Donc c'est des choses qui renvoient un petit peu à des outils qu'on pourrait mobiliser. Donc cette petite parenthèse historique est intéressante parce qu'elle permet de voir que oui, c'est possible de faire une transformation ultra rapide de l'économie, mais il faut quand même des conditions qui sont un peu particulières. Alors, tout le mouvement de l'urgence climatique, en fait, il s'est mobilisé autour de ces exemples-là, puis je vais terminer assez rapidement, en essayant de se dire comment on peut essayer de faire de l'urgence climatique véritablement, comment transformer la problématique climatique en une situation d'urgence qui puisse donner lieu à une politique véritablement d'urgence climatique. Avec cette difficulté, c'est qu'il n'y a pas de Pearl Harbor du climat. Alors, on a bien vu que cet été, il y a quand même un certain nombre d'événements, puis on se doute que ça va être de pire en pire, qui font qu'on a des catastrophes, donc on commence à se dire, là, on commence à rentrer dans le dur, quoi. On commence à prendre conscience que le changement climatique, c'est pas de la rigolade, quoi. Il y a un enjeu fort. Mais le mouvement de l'urgence climatique s'est dit, pour qu'il y ait une prise de conscience que la situation est extrêmement grave, il faut qu'on ait une mobilisation citoyenne extrêmement forte. Alors là, l'inspiration, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'inspiration importante des mouvements de l'urgence climatique, ça a été le mouvement, notamment autour d'Act Up dans les années 80, autour de la question du sida, de la pandémie de sida. Là, on a des gens qui étaient, forcément, c'est leur vie qui était en jeu. Donc, ils ont utilisé des outils de mobilisation qui étaient extrêmement puissants. C'est leur vie qui était en jeu, ils n'avaient rien à perdre. Donc, pour mobiliser la société civile et pour faire comprendre à la société qu'il y avait une urgence autour de la pandémie de sida, ils ont utilisé des outils de mobilisation de la société qui étaient très proactifs, prêts à mobiliser tout le monde. Et donc, la grande inspiration, c'est celle-ci. Et les mouvements qui sont nés en 2018-2019 autour d'Extinction Rebellion, de Climate Mobilization, etc., sont très inspirés de ces méthodes-là, avec l'idée que si on veut arriver à faire que le changement climatique soit considéré politiquement comme une urgence, la première chose, c'est qu'il faut que chacun comprenne que c'est une urgence. D'où l'idée des marches pour le climat, qui consistait à dire la première étape, c'est remplacer le discours gradualiste, on ne veut plus entendre parler de développement durable, à la rigueur, on ne veut même plus entendre parler de transition, il faut que chacun comprenne que c'est une question d'urgence, que le changement il doit s'opérer dans les 5 à 10 ans à venir et pas dans la génération à venir, parce que sinon on va encore procrastiner et ce sera trop tard. Donc ça suppose une mobilisation avec les moyens d'une mobilisation efficace, évidemment. Première étape, donc, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Donc 2019, ça a vraiment été un moment important, ça, parce que ça a obligé, au final, quand même, un changement. Deuxième étape, montrer que c'est possible, techniquement. The Climate Mobilization, là, qui est l'ONG que je cite beaucoup, The Climate Mobilization aux États-Unis, la première chose qu'ils ont fait, c'est faire un plan de transformation de la société américaine et de l'économie américaine qui permettent d'envisager la neutralité carbone en 5 ans. Je ne vous explique pas le truc. Techniquement, c'est possible et en plus, ils se sont inspirés d'écrits qui avaient déjà été réalisés à la fin des années 2000 par des scientifiques et des techniciens qui s'étaient posé la question de se dire, tiens, ils avaient appelé ça le One Degree Plan, un truc comme ça. En gros, ça supposait une transformation en 5 ans de l'économie américaine. Donc, ils l'ont réactualisé. Je vous montrerai dans la diapo après ce que ça suppose en termes de transformation. Donc, mobilisation citoyenne, montrer que c'est possible techniquement et socialement, et puis ensuite, partir de la base, mobiliser les acteurs publics locaux. Les marches pour le climat ont quand même eu cet intérêt que, autour de la planète, on a un mouvement citoyen qui a permis
d'entraîner, alors là j'ai mis 1500, mais j'ai regardé hier, on est à pas loin de 2000 collectivités locales, acteurs publics locaux, qui ont déclaré l'urgence climatique suite à cette mobilisation de 2019. Quand vous regardez en 2019 les marches pour le climat et puis l'explosion du nombre de déclarations d'urgence climatique, c'est complètement corrélé, et c'était une vraie stratégie des ONG de se dire il faut qu'il y ait une mobilisation d'abord des acteurs publics locaux, et ensuite les acteurs publics locaux, ils vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'a fait le Grand Genève et puis le canton de Genève quand il a déclaré l'urgence climatique. Il s'est rendu compte qu'en fait, une transformation si rapide de la société, c'était impossible à l'échelle locale, parce qu'à l'échelle locale, on n'a pas les leviers de transformation de l'économie qui sont à une échelle plus large. Donc il faut faire pression sur les États pour qu'eux déclarent l'urgence climatique et mettent en œuvre un plan d'action à la hauteur. Et donc, un plan d'action qui soit plus seulement une stratégie. Par exemple, en France, on a une stratégie de transition écologique vers un développement durable. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. C'est un plan d'urgence écologique et climatique. Quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus rapide dans la mise en œuvre et le changement. Je vous montre une illustration du plan d'action qui est imaginé par The Climate Mobilization. Il y en a eu d'autres. Extinction Rebellion a travaillé aussi sur des plans de ce type-là, et il y a d'autres choses. Alors, c'est juste pour vous donner une idée du type de transformation qu'il faudrait mettre en œuvre. Eux, ils évoquent la possibilité, par exemple, d'un système de rationnement carbone individuel, avec l'idée de se dire, en fait, on aurait un système de carte de rationnement carbone. Vous pouvez émettre, par exemple, la première année, 7 tonnes de CO2, et une fois que vous les avez consommés, fini quoi. Donc à vous de voir ce que vous préférez consommer dans vos 7 tonnes. Voilà. Et puis c'est dégressif. Dans 5 ans, ce sera plus que 3 tonnes, et dans 10 ans, ce sera plus qu'une tonne. D'accord ? Ça permet en même temps, ce temps, de transformer l'économie, comme il va falloir la transformer. Un plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables et les smart grids. Donc là aussi, ils ont essayé de quantifier ce que ça pouvait vouloir dire en termes d'investissement. Une interdiction des infrastructures d'énergie fossile, ça c'est évidemment la première mesure à prendre. Une électrification massive des transports focalisée sur les transports en commun. Il ne suffit pas de dire on va faire des véhicules électriques individuels, non. Il faut de la sobriété dans les déplacements, il faut plus de transports en commun. Une transformation écologique rapide du système agroalimentaire. Donc là aussi, avec tout ce que ça suppose derrière, une massification de l'agroécologie, une modification du régime alimentaire, parce qu'il ne suffit pas de modifier les modes de production, il faut aussi consommer différemment, une généralisation de l'agriculture biologique, etc. Un plan de réhabilitation, de rénovation thermique des bâtiments. Ça, j'ai envie de dire, c'est la seule chose que, aujourd'hui, les États européens ont à peu près en tête. Même si le plan de transformation, il n'est pas à la hauteur, les objectifs, ils sont quand même là. Et puis un programme, alors eux ils ont appelé ça un programme Travail pour tous, avec un impôt exceptionnel. L'idée c'est qu'il va falloir accompagner la mutation des secteurs économiques. Comme je le disais tout à l'heure, on va dire au secteur de l'automobile par exemple, il faut faire moins de voitures, par contre il va falloir faire d'autres choses. Par exemple des trains électriques, je reprends cet exemple tout bête, mais voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de produire, simplement il va falloir produire différemment et d'autres choses. Donc ça suppose un accompagnement quand même massif des secteurs économiques pour faire cette transformation. D'accord ? Donc une formation et une montée en compétences, et puis évidemment tout ça accompagné d'un système de taxation qui permettent de financer cette transformation. Donc tout ça pour dire que techniquement, il y a des scénarios qui ont été construits, validés, c'est techniquement faisable. Après, évidemment, le niveau d'ambition politique que ça suppose, il est évidemment gigantesque. D'accord ? Donc je termine là-dessus, c'était pour vous montrer un petit peu la hauteur. Moi, ce travail, et je termine peut-être juste une conclusion sous forme de questionnement, ça permettra d'ouvrir la discussion. Moi, je suis sorti de ce travail de bibliographie et d'entretien avec peut-être plus de questions que de réponses. Si on regarde déjà un petit peu la dynamique depuis 2019, ça c'est un travail qui a été initié en 2019, c'était avant la pandémie, quand on s'est réunis, je vois Hervé qui est là, quand on s'est réunis essentiellement avec des techniciens du canton de Genève, on se disait c'est quoi des mesures radicales ? En fait on se disait, toutes les mesures auxquelles on pensait, on se disait non mais ça c'est pas possible. Sur le plan des libertés individuelles et puis de l'acceptation, c'est pas possible. Et 3 mois plus tard, on a eu la pandémie, où en fait on a pris des décisions en situation d'urgence sanitaire qui étaient complètement inimaginables 6 mois auparavant, d'accord ? Donc il y a aussi cette question de l'acceptabilité qui reste posée. Mais en fait, le Covid a aussi posé cette question, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui
pour le climat, à prendre des mesures radicales ou pas. On a vu que pour la santé, c'était déjà problématique. Pour le climat, jusqu'où, voilà. Donc là, il va falloir ouvrir le débat. Ça, c'est un peu ma dernière question, la question démocratique, la question de l'urgence sanitaire. Un autre effet pervers de l'urgence sanitaire, c'est la démobilisation des marches pour le climat. La première étape, c'était ça, la mobilisation. Et ça a marché. Sauf qu'en 2020, la fin. Je prends l'exemple de la loi CO2 en Suisse. Est-ce que si la dynamique, la pression des marches pour le climat s'était pérennisée en 2020, est-ce que politiquement, on aurait pu se dire non, la loi CO2, finalement non, machin. Ça n'aurait peut-être pas été le même rapport de force. Donc on voit qu'il y a eu une perte de dynamique qui fait qu'on a aussi perdu du temps. Bon, les autres questions que je pose rapidement, déclarer l'urgence climatique et ne rien faire, pour l'instant, c'est ce que font les 3 seuls États qui ont déclaré l'urgence climatique. Je cite la France, la Grande-Bretagne, le Canada. On a déclaré l'urgence climatique dans la loi, mais on n'a pas mis en place un plan d'urgence climatique. Donc là, ça pose quand même question, à un moment donné, écart de discours. La question du leader charismatique, on voit que les références historiques font toujours appel à un moment donné à un leader, quelqu'un qui va porter le discours. Est-ce qu'on a un leader charismatique capable de porter la question de l'urgence climatique? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il en faut un? Je ne sais pas non plus. Là, je parle de Churchill, par exemple. Est-ce qu'on a un Churchill du climat? Greta Thunberg, elle a fait plein de trucs formidables. Mais voilà, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut porter un discours comme ça et entraîner tout le monde derrière? Je ne sais pas. Les écarts culturels, le cas de la Seconde Guerre mondiale qui est beaucoup utilisé dans la littérature anglo-saxonne, il ne marche pas du tout en Europe continentale parce que les références, par exemple, au rationnement, ne sont pas du tout les mêmes. En France, par exemple, le rationnement, ce n'est pas quelque chose qui a été positif parce qu'on était dans une situation d'occupation, etc. Alors qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'était positif parce que c'était un effort de guerre pour gagner, quoi. Donc il y a des choses comme ça qu'il faudrait sans doute retravailler si on voulait faire ce genre d'analogie. Puis moi, une question qui me taraude, c'est la question de l'après. Aux États-Unis, les théoriciens de l'urgence climatique, ils sont dans une optique où effectivement, pendant 10 ans, on va créer de l'activité, on va avoir des énormes investissements à faire, et en fait, ça va même créer de la croissance et de l'activité économique. Mais après, une fois qu'on a fait cette transformation, cette décarbonation de la société, il va bien falloir aller sur une société de sobriété, une économie de post-croissance. Et ça, c'est complètement absent de la littérature sur l'urgence climatique aujourd'hui. Donc je m'interroge, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les investissements qui ont été faits, ceux qui ont investi sont très bien su se rembourser de leurs investissements par la suite. Il y a plein de questions qui se posent. Mais voilà, donc j'en évoque quelques-unes et je termine là-dessus pour pas être trop long, évidemment, et laisser un peu de place aux éventuelles questions. Je vous remercie en tout cas de votre attention.